Merci, Monsieur Adnaoui. Merci à l'AMICA de m'avoir invité et à Monsieur Al-Qabli pour participer à cette journée sur les granulomatoses dans les déficits primitifs. Et je profite de cette occasion pour sensibiliser les adultes au diagnostic des déficits primitifs de l'adulte. Alors, je commence donc par la classification des déficits primitifs. Il y a 9 groupes. Le premier, c'est les déficits combinés. Et même l'adulte peut avoir un déficit combiné, ce qu'on appelle déficit immunitaire combiné à révélation tardive, en anglais LOCID, Late Onset Combined Immune Deficiency. Le deuxième groupe, c'est le déficit immunitaire combiné dans le cadre d'un syndrome. Et pour les adultes, c'est le syndrome PRGE, qui peut se révéler à l'âge adulte. Si vous avez une pneumopathie qui se place à une bulle pneumatocèle, pensez à ce déficit immunitaire. Le troisième, c'est le déficit immunitaire immoral, qu'on appelle aussi le déficit en anticorps. Et c'est dans ce groupe-là où il y a le déficit immunitaire commun variable, qui est le premier DIP de l'adulte, et dans lequel il y a beaucoup d'atteintes granulomateuses. Puis il y a aussi les maladies où il y a une dysrégulation des systèmes immunitaires, c'est les syndromes d'activation macrophagique, la HLH, c'est l'ALPS, l'auto-immun, donc l'infoprolifération syndrome, qui se présente par énorme splénomégalie, des cytopénies auto-immunes. Et le plus souvent, le diagnostic n'est pas fait. On prend comme diagnostic syndrome d'Evans, alors que le malade, par exemple, il a un déficit en perforine. L'autre groupe, c'est les défauts des phagocytes, qu'il s'agisse de défauts quantitatifs, notamment les neutropénies cycliques, qui peuvent se révéler à l'âge adulte, ou bien la granulomatose septique chronique. Donc, c'est un déficit primitif où il y a la bactéricide ne suffit pas. Et dans le granulomatose, il y a l'infection. Il y a le plus souvent le Staphylococcus aspergillus. Donc, le pénine va phagocyter. Il n'y a pas de bactéricidie. Donc, on afflux de macrophages et d'histiocytes. Il a considéré un granulome. Et le plus souvent, ce granulome, il est pris pour tuberculose, alors que le malade, il a une aspergillose ou bien tout simplement une infection. Puis, il y a l'autre groupe, c'est les défauts de l'immunité innée. Et dans ce groupe, il y a la candidose cutanéomycose chronique, qui est très fréquente chez l'adulte. Ce sont des malades qui ont beaucoup d'infections à candida, et le plus souvent avec des atteintes auto-immunes et des atteintes granulomateuses, notamment le gain de fonction STAT1 ou bien le déficit en interleukine 17. Donc, il faut s'acharner à chercher chez l'adulte, puis elle met de auto-inflammatoires, notamment la fièvre familiale, de son complément, notamment devant des méningites à méningocoque récidivantes. Donc, je veux détailler essentiellement dans cette présentation les déficits immunitaires communs variables, parce que c'est le premier type de l'adulte. Donc, c'est une maladie qui est hétérogène, dans laquelle il y a un défaut de production d'immunoglobuline. La prévalence, c'est 1 pour 25 à 50 000. Le plus souvent, la révélation chez le jeune adulte, et c'est le premier déficit immunitaire primitif de l'adulte. La pathogénie, elle n'est pas bien comprise. Et même sur le plan génétique, on n'a que 10 à 15% qui sont bien établis sur le plan génétique. Il y a bien sûr de l'infection. Et dans 50% des cas, il y a des manifestations non infectieuses, notamment les atteintes granulomateuses, l'auto-immunité, l'infoprolifération et une grande susceptibilité à développer des cancers. Alors, comment on retient le diagnostic? On doit avoir soit de l'infection, de l'auto-immunité, l'atteinte granulomatose, encore une lymphoprolifération inexpliquée en cas dans la famille. Une diminution d'IgA, plus ou moins diminution des IgG, plus ou moins diminution des IgA ou IgM, avec bien sûr les sérologies vaccinales qui posent le problème d'un défaut de production d'anticorps. Il faut exclure toutes les autres étiologies qui peuvent donner les hypogamma, notamment les entéropathies exudatives ou bien un syndrome néphrotique ou autre. Le diagnostic de déficit immunitaire commun variable, c'est après l'âge de 4 ans, pas avant l'âge de 4 ans, et bien sûr éliminer obligatoirement un déficit immunitaire cellulaire associé par l'absence de lymphopénie CD4 et par bien sûr un fonctionnement des lymphocytes T tout à fait normal. Alors, vous voyez dans cette série européenne de 4073 cas de déficit immunitaire primitif, on a quand même 1540 cas de déficit immunitaire commun variable. Dans ces 1540 cas, il n'y a que 10% d'enfants, donc tous des adultes, donc 20% des adultes qui ont le DCV dans cette série, pour vous montrer qu'on est encore en retard dans notre pays concernant le diagnostic de ces pathologies.
Alors ici, c'est une série qui vous montre l'âge de diagnostic et l'âge de début de signes cliniques. Vous voyez ici que plus de 40% sont entre 30 et 40 ans. Alors sur le plan pathogénique, c'est pas très bien élucidé. On parle d'un problème surtout de B, de T, de Treg, voire même des cellules dendritiques qui présentent l'antigène. Sur le plan génétique, très peu de base génétique. Et sur le plan clinique, il y a à la fois le déficit immunitaire, il y a aussi une activation des systèmes immunitaires à l'origine de cette auto-immunité, lymphoprolifération et l'atteinte granulomatose. Et bien sûr, vous voyez ici les infections, c'est essentiellement les infections pulmonaires ORL avec des germes extracellulaires, le pneumocoque, le staphylocoque, le piocyanite. Un malade qui a un déficit immunitaire comme un variable non diagnostiqué à temps, c'est l'évolution vers la dilatation de branches, vers l'insuffisance respiratoire chronique, vers le décès. Si les substitutions en hémoglobine va vivre normalement. Bien sûr, les formes, il n'y a que les manifestations infectieuses au premier plan. Alors, les autres manifestations inflammatoires auto-immunes, le plus souvent, ils sont la cause des décès de ces malades parce que difficiles à traiter. Vous voyez, donc il y a de l'inflammation, de l'infoprolifération, de l'auto-immunité essentiellement les cytokines auto-immunes. Alors, le pourcentage de ces manifestations, l'infection en premier plan, plus de 90%. Vous voyez ici qu'on peut avoir l'auto-immunité dans presque 25% des malades. Il y a aussi la splénomégalie qui est très fréquente chez ces malades et 10% des malades peuvent développer un lymphome malin non-hodgkinien, essentiellement B. Et vous voyez la splénectomie, il y a beaucoup de splénectomies qui est réalisée parce que ce sont des malades qui ont la splénomégalie avec bien sûr des cytopénies difficiles à traiter. Donc, c'est une courbe qui vous montre que le décès chez ces malades, c'est essentiellement en rapport avec les manifestations non infectieuses. Donc, vous voyez, c'est la courbe donc, bleue par rapport à l'autre courbe qui est jaune, qui est presque parallèle à la survie du sexe masculin en Angleterre. Alors, l'atteinte granulomatose dans les DICV, c'est 8 à 22% des cas presque, le plus souvent confondu avec la sarcoïdose. La pathogénie n'est pas bien étiquetée. C'est essentiellement l'atteinte pulmonaire, mais aussi l'atteinte des adénopathies, l'atteinte hépatique et l'atteinte systémique possible. On peut avoir même une granulomatose au niveau cérébral, au niveau gastro-intestinal pour être prise pour une maladie de Crohn, par exemple. Et s'il touche le poumon, on parle de granulomatose lymphocytique interstitielle langue disease, GLILD en anglais. Donc, c'est le terme qu'on donne à cette atteinte. Alors, bien sûr, il faut d'abord exclure les autres diagnostics différentiels. On a vu avec M. Qarqouli toutes les autres pathologies que peuvent donner atteinte granulomatose, qu'il s'agisse de problèmes infectieux, notamment la tuberculose, la spirulose, des problèmes auto-humains, de la pneumopathie par hypersensibilité. Donc, il y a beaucoup de diagnostics qu'il faut éliminer avant de retenir le diagnostic de GLILD. Alors, c'est un tableau qui vous montre les autres signes associés à travers une série de malades. Alors, surtout les cytopénies auto-immunes dominées par la thrombopénie, avec le plus souvent anémie hémolytique auto-immune associée à ce qu'on appelle le syndrome d'Evans. Il y a aussi des adénopathies, 63%, la splénomégalie, 63% des malades avec GLID ont la splénomégalie. Presque 21% ont déjà la splénectomie. Et bien sûr, au niveau hépatique, on va avoir cette hyperplasie nodulaire régénérative qui est fréquente chez ces malades. Et presque 11% des malades risquent de passer vers une atteinte lymphomateuse. Alors ici, c'est un tableau qui vous montre la comparaison entre le déficit commun variable avec GLILD et sans GLILD. Et si on compare la même chose ici, il y a beaucoup de splénomégalie dans le GLILD avec des CV par rapport au GLILD sans DCV. Beaucoup d'atteintes lymphomateuses. Par contre, pour les maladies inflammatoires de l'intestin, il y a plus de cas dans les déficits immunitaires communs variables sans GLILD qu'avec GLILD. Alors, si on compare maintenant les manifestations dans le DCE par rapport à la sarcoïdose, vous voyez très bien que dans le GLID, il y a beaucoup d'atteintes d'adénopathie périphérique, très peu d'atteintes de l'œil, très peu d'évites dans le GLID par rapport à la sarcoïdose et très peu d'atteintes cutanées. Alors, sur le plan histologique, sur le plan histologique, la particularité de GLID, c'est qu'on peut avoir chez le même malade plusieurs aspects histologiques. Donc, à côté, bien sûr, de granulome nécrosant, on peut avoir une pneumopathie interstitielle lymphoïde, on peut avoir une bronchiolite folliculaire, on peut avoir aussi une pneumonie organisée. Vous
voire même de la fibrose, qui est d'ailleurs le plus souvent à l'origine des décès des malades. Une autre série, donc à propos de 46 malades qui montrent donc les différents résultats. Vous voyez ici qu'un malade peut avoir à la fois une folliculite, une bronchiolite folliculaire avec une hyperplasie lymphoïde, avec un granulome. Il peut avoir seulement le granulome, il peut avoir une pneumonie bien organisée, donc plusieurs associations possibles chez ces malades. Alors sur le plan immunologique, quel est le profil immunologique de ces malades avec déficit immunitaire commun variable et GLILD? Dans donc un travail européen sur les DICV, ils ont pris tous les malades, ils ont vu le phénotype B, ils ont trouvé que chez ces malades-là qui ont GLILD avec DICV, il y a une diminution des lymphocytes B mémoire switchés, une augmentation des lymphocytes CD21 faibles, donc c'est des lymphocytes B naïfs, donc beaucoup de lymphoprolifération et de granulomatose. Alors pour le lavage broncho-alvéolaire, il peut montrer, c'est comme pour l'histologie, une infiltration par des baies éditées plus importante par rapport à la sarcoïdose. Ici, B-là, il y a très peu de baies mémoire et plus de baies qui sont naïfs. Et ce travail qui est nouveau, il conclut à dire que c'est très important de faire le lavage qui va, si vous voulez, être un élément du diagnostic, c'est un élément pour la surveillance des malades sous traitement. Alors, c'est le plan radiologique. La radio peut montrer des atteintes réticulaires, des nodules, des aspects en verre de poli et surtout la présence de dilatation de branches associées. Ça oriente bien sûr sur GLILD avec des CV parce qu'il y a de l'infection qui peut évoluer vers les dilatations de branches. D'autres images qui montrent donc cet aspect-là de GLILD, parfois des cas qui sont plus sévères, cette infiltration et ce typicissement péribronchiolaire et vasculaire, une pneumonie organisée. Et on a révisé au PET scan, c'est une malade qui avait un déficit immunitaire commun variable avec GLILD, qui est traitée par rituximab, vous voyez ici, une pneumonie organisée. Et on a révisé au PET scan, c'est une malade qui avait un déficit immunitaire. Donc le PET scan, il est très important parce qu'il va nous permettre la surveillance du malade sous traitement. Alors, si on compare maintenant les données radiologiques de GLILD avec de GLILD sur DCV et sarcoïdose, c'est essentiellement l'atteinte des bases dans GLILD, les sommets de la sarcoïdose, une prédominance, une grande fréquence d'avoir des adénopathies médiastinales dans la sarcoïdose par rapport au GLILD. Les nodules de la sarcoïdose, c'est plus des micronodules, alors que dans le GLILD, il y a des nodules qui sont plus larges. Et bien sûr, la présence des dilatations de branches dans GLILD. Sur le plan génétique, j'ai dit que très peu de malades qui sont bien, si vous voulez, caractérisés sur le plan génétique. Et ces dernières années, on a pu découvrir de nouveaux gènes avec même des thérapies qui sont ciblées en matière de DCV, notamment la découverte d'imitations de l'RBA, d'imitations de CTLA4 et d'imitations de PK3CD. Et c'est vraiment des déficits immunitaires primitifs qu'on peut cibler par une thérapie particulière se basant sur, si vous voulez, la pathogénie de ces maladies-là. Alors, pour le traitement, c'est un travail, si vous voulez, qui est fait et qui a demandé aux médecins, qu'il s'agisse de pneumologues, de médecins de l'immunologie, des pédiatres, quel est leur traitement pour les malades qui ont GLILD avec des symptômes communs variables. Donc, il y a beaucoup de traitements qui sont utilisés, notamment MMF, rituximab, azathioprine, donc beaucoup de traitements avec une efficacité qui est variable en fonction des équipes. Il faut dire que, en comparaison à la sarcoïdose, le GLILD sur DCV n'évolue pas de façon spontanée, donc favorable. Il n'y a pas d'évolution spontanément favorable. Le plus souvent, on peut avoir une petite amélioration chez les malades qui sont substitués en immunoglobuline, même avec des doses substitutives pas immunomodulatrices. L'efficacité des corticoïdes, ça ne dépasse pas 57% du cas. Dernièrement, le rituximab a donné de bons résultats, surtout en association avec l'azathioprine. Et j'insiste sur la thérapie ciblée, notamment dans certains déficits immunitaires, l'imitation de STLA ou l'RBA par l'abatacept, et aussi le sérolumus dans l'imitation de PK3CD qui vise la voie mTOR. Et pour la greffe de moelle osseuse en matière de déficit immunitaire comme invariable, les résultats ne sont pas très bons. On ne dépasse pas 48 à 70% de réussite chez ces malades-là. Et bien sûr, on va l'indiquer chez des malades qui ont des atteintes, si vous voulez, granulomateuses sévères et qui ne répondent pas aux autres thérapeutiques. Alors, je ne vais pas reprendre la comparaison entre sarcoïdose et GLILD, mais je vais insister sur une chose. Si vous avez une sarcoïdose et électrose les protides, le pic, on s'attend à avoir une hypergamma, on a IgG, le pic gamma qui est diminué, pensez au déficit immunitaire comme un variable
et demander bien sûr le dosage des immunoglobulines et le rostibilan pour confirmer votre diagnostic. En conclusion, on espère qu'avec les progrès qui vont, si vous voulez, apparaître en matière de la pathogénie de ces déficits immunitaires avec et surtout les complications granulomateuses, on va avoir, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de consensus en matière de GLIL concernant le diagnostic et aussi le traitement, et avec la découverte de nouveaux gènes, c'est sûr qu'on va avoir des traitements qui ciblent vraiment la pathogénie de ces maladies. Et merci.